donc, moi j'ai une double casquette puisque je suis à la fois fonctionnaire du ministère de la Culture et je travaille dans une direction régionale en Auvergne-Rhône-Alpes où je suis en charge de l'ethnologie. Par ailleurs, je continue aussi les activités de recherche en tant qu'anthropologue à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, donc dans le cadre d'une mise à disposition partielle. Et ça fait donc quelques années que je travaille sur la question des mémoires et de la patrimonialisation des migrations, et qui porte sur un établissement culturel municipal de Villeurbanne qui s'appelle le RIS et qui se trouve donc dans l'agglomération lyonnaise. Villeurbanne touche Lyon, une ville de 130 000 habitants dans l'agglomération lyonnaise. Il s'agit, à travers cette recherche, Nancy et moi-même, on a cherché avant tout à questionner la construction et les usages de la mémoire en lien avec la construction d'une identité politique municipale et plus spécifiquement la place dévolue à la mémoire de l'immigration dans cette construction. Il s'agissait non pas de nous limiter au discours politique, aux intentions politiques non plus, mais bien de voir comment se met concrètement en œuvre une politique mémorielle municipale particulière. Quels sont les acteurs, les choix opérés pour la mise en œuvre de cette mémoire, cette construction de la mémoire. Alors, tout d'abord, une présentation quand même de mon terrain de recherche qui porte vraiment sur cet établissement culturel qui est un peu particulier. Il s'agit d'un établissement culturel hybride qui a, alors il faut que je me repère, qui a la spécificité d'abriter à la fois un service d'archives municipal, une médiathèque, qui est aussi un lieu de résidence pour les chercheurs. Donc il y a des bureaux en fait destinés à accueillir différents chercheurs et notamment une thèse CIFRE, enfin un chercheur en thèse CIFRE, mais aussi qui comporte une salle d'exposition temporaire et qui présente différentes productions artistiques. Alors juste pour que vous ayez une meilleure vision de ce que ça peut être, donc ça c'est l'entrée. Ça c'est le hall, on voit comment les lieux sont un peu répartis avec la médiathèque d'un côté qui attire le plus de public. C'est la majorité des gens viennent pour la médiathèque. Là il y a une grande salle d'exposition, derrière il y a une salle de conférence. Là, c'est le café, qui n'est pas en fait un véritable café, mais un lieu où viennent travailler souvent les scolaires. Les gens viennent lire le journal, il y a un distributeur. Et quand il y a des événements, alors des fois ça sert un peu de salle d'exposition, ça sert aussi de lieu, des fois de réunion, des usages assez multiples. Donc là, c'est la dernière expo qui tourne, qui est toujours présentée actuellement, porte sur le végétal à Villeurbanne. Donc là, il y a un habitu. Et là, c'est une des nombreuses actions culturelles menées. Donc là, ils accueillaient une compagnie d'échassiers. Et il y a un patio aussi où on peut avoir des concerts, des différentes... des fois, il y a aussi des pièces de théâtre qui sont présentées. Donc là, je vais peut-être trop vite. Donc, on a ici un lieu complètement hybride qui n'est pas un musée, mais comme se plaît à le rappeler le premier directeur de l'établissement, Xavier de la Selle, qui était directeur de 2008 à 2015 du RIS. Le RIS a tout d'un écomusée, il est laboratoire, il est école et il est conservatoire, selon la définition de Georges-Henri Rivière. C'est-à-dire qu'il est pensé à la fois comme un lieu
où se met en place la connaissance scientifique de la mémoire de Villeurbanne et des Villeurbanais. C'est un lieu de conservation via les archives notamment, et aussi, j'ai envie de dire, de création d'archives, et de diffusion, de participation de la population à ce qui fait son histoire. Alors, il y a une dimension participative qui est complètement intégrée au projet. Donc, je vous ai donné là aussi 2 exemples d'expositions qui sont très axées sur la participation des habitants. L'appellation d'origine est le Centre Mémoire et Société, comme vous aviez pu voir sur le panneau, sur la première photo. Il a été rebaptisé le RIS à son ouverture en 2008, puisqu'il s'agit le RIS, enfin c'est plutôt la RIS en fait, qui est une rivière qui a traversé Villeurbanne et qui a permis à la fin du 19e siècle et au début du 20e l'installation de beaucoup d'entreprises à Villeurbanne. Donc elle jouait un rôle dans l'industrialisation de Villeurbanne. Et d'ailleurs, la référence à cette question d'industrialisation pour le RIS est très présente aussi dans le bâtiment. Là, j'ai pris cette photo où on voit bien en fait cette marque très particulière. Alors, il ne s'agissait pas d'un bâtiment industriel en tant que tel, puisqu'il abritait les archives du Crédit Lyonnais, mais par contre, l'esthétique est tout à fait remarquable du côté de l'industrie, et on voit bien l'influence. Donc c'est un bâtiment qui date de 1903 et qui a été racheté par la mairie pour héberger cet établissement culturel. Donc là, c'est un peu la présentation globale. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir tout d'abord sur la conception de la mémoire qui est portée par le RIS, et notamment dans son projet initial. Je vous propose ensuite d'aborder plus spécifiquement la question de la collecte de mémoire. Alors, je ne mets pas des guillemets, mais on n'entend pas les guillemets plutôt, mais je les mets les guillemets, puisque pour moi, le terme de collecte peut être discuté, notamment collecte de mémoire, mais il s'agit d'un objectif qui est celui du RIS. Et puis, dans un troisième temps, j'aborderai plus spécifiquement la mémoire de l'immigration, et ce qui me permettra de revenir sur les questions des témoins. Qui sont-ils? Comment se construisent ces témoignages? Donc, première partie, alors je ne sais plus... ouais. Première partie, quelle est la conception de la mémoire qui est proposée à travers le projet du RIS? Il faut peut-être rappeler qu'il y a évidemment différentes conceptions de la mémoire selon les chercheurs, selon les acteurs politiques, culturels. Disons que moi, quand je parle de mémoire, et ma recherche portait là-dessus, il ne s'agissait pas d'étudier la façon dont un groupe ou une communauté va construire sa mémoire collective, hein, mais j'emploie le terme plus dans le sens des usages du passé. Et des usages qui peuvent, plutôt une mémoire qui peut être ressource en fait pour le présent, et mobilisée en fait de manière singulière dans des actions patrimoniales et culturelles diverses. Les acteurs politiques de Villeurbanne, et notamment l'équipe municipale en place depuis les années 2000, a fait de Villeurbanne, de son histoire, de sa mise en récit, une ressource pour exister par rapport à Lyon, pour s'affirmer par rapport à Lyon, en construisant en fait une image d'une ville qui est une ville-centre, avec la mise en avant à la fois d'une architecture particulière. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Donc les gratte-ciel de Villeurbanne, je ne sais pas si vous voyez bien.
voilà, qui a fait d'ailleurs l'objet de 2 expositions déjà au RISE. Donc, une architecture particulière qui date des années 30, hein. Et aussi son passé industriel et immigré comme une sorte de singularité par rapport à Lyon, dans sa ville bourgeoise, si on veut un peu caricaturer les choses. Alors, comment le RISE contribue-t-il ou a-t-il contribué à cette volonté de distinction de Villeurbanne ? Si on remonte au projet du RISE, qui date du premier mandat du maire actuel, Jean-Paul Bret, en 2001, on va avoir une rencontre en fait entre cette volonté de construire une image politique et la création de cet établissement culturel. Dans un des entretiens qu'il m'a accordé, donc le maire, je cite, me disait dans le propos du RISE, il y avait cette connaissance de l'autre et cette idée qui était que la mémoire dans une ville, c'est aussi celle des gens simples, c'est aussi la petite mémoire. Donc, et il rajoute, à Villeurbanne, on a une diversité, on avait des ouvriers, c'était le textile, la métallurgie, on n'était pas mono-industriel, et il y a eu toute l'immigration des pays européens et extra-européens qui complexifie les choses. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette volonté politique au départ de mettre en avant la mémoire des habitants et notamment la mémoire ouvrière et immigrée qui renvoie d'ailleurs un des slogans de la campagne Jean-Paul Bret qui était tous venus d'ailleurs, tous devenus d'ici, qui montre un peu bien cette voilà. Dans la mise en œuvre de son projet, en fait, le projet du RISE, on peut avoir une sorte de tension, une sorte de tiraillement entre 2 visions différentes de la mémoire. Une mémoire que j'appellerais communautaire, qui est mise en avant par l'adjointe à la mémoire, au patrimoine et aux anciens combattants, qui, là je la cite aussi, dans l'entretien qu'elle m'a accordé, me disait, quand elle parlait du RISE, je connais bien Villeurbanne, et quand il s'est agi de parler des mémoires, je connaissais ses camarades villeurbanaises, donc françaises, ses camarades arméniennes, villeurbanaises arabes, villeurbanaises espagnoles, yougoslaves. Et parler de la mémoire, c'est parler de tous ces êtres, tous ces habitants. Donc il y a une vision, on va dire, très culturelle, marquée d'un côté. Et de l'autre côté, il y a une autre vision des choses portée par le directeur des affaires culturelles à l'époque, qui est une vision qu'on peut qualifier plus d'interculturelle, puisqu'il s'agissait non pas de parler des cultures d'origine des migrants, mais plus de parler des déplacements et des migrations et de l'installation, surtout à Villeurbanne, de tous ces migrants. Donc, c'est cette dernière vision des choses qui va être qui va être appliquée, hein, qui va être mise en place dans le cadre du RISE après 2008. Mais disons, entre 2001 et 2008, on a ainsi ces deux visions un peu qui se rencontrent, et la chargée des missions du projet de préfiguration du RISE, elle me disait qu'elle était un peu écartelée entre ces 2 visions, une qu'elle qualifiait d'électoraliste aussi, dans le mauvais sens du terme, mais aussi dans le bon sens, c'est-à-dire parler de la mémoire tout le monde. Et elle me disait, à un moment, on avait l'impression de faire un catalogue des communautés. On avait parlé des Italiens, il fallait parler des Espagnols. On avait parlé des Espagnols, il fallait fêter les Arméniens. Voilà. Donc c'est vrai que là, il y a eu une tendance un peu sur, je ne sais pas si vous connaissez ce qui s'est fait dans le cadre du musée dauphinois qui se trouve à Grenoble, qui est un musée ethnologique qui est très,
caractéristique dans sa manière de traiter des migrations à travers différentes communautés, différentes origines culturelles. Donc ça avait été un petit peu l'intention certainement de cette adjointe, et d'ailleurs le maire de Villeurbanne a aussi joué le jeu et toujours aussi dans cette, d'une certaine manière dans cette vision-là. À travers différentes commémorations, voilà, différentes constructions de monuments pour les Arméniens, pour les Indochinois, voilà. Et puis à côté, à partir de 2008, donc on a plutôt une autre manière de parler de la ville, son histoire industrielle, avec la question migratoire qui n'est pas abordée ici de façon directe, mais de façon bien transversale. On parle de la ville, donc on parle des immigrés puisqu'ils font partie intégrante de la ville sans mettre en avant une communauté ou une culture spécifique. Alors, bon là il y a beaucoup d'exemples, hein, je vous ai pris là juste des affiches un peu d'exposition qui me semblent assez révélatrices de cette approche. On parle d'exil, on parle des musiques de Villeurbanne, ou encore on va parler dans une exposition consacrée aux religions, hein, on est vraiment dans des sujets sociétaux assez intéressants et parfois sensibles. Eh bien, on va parler là des thématiques transversales, les rites, il y a le sacré, la communauté, rites, mais on ne parlera pas de l'islam en particulier, où voilà, c'est très... c'est une manière d'aborder les migrations de façon un petit peu indirecte. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est que ça a des conséquences quand même importantes sur la mise en place du recueil de témoignages qui va s'opérer au RISE, puisque évidemment si on n'aborde pas frontalement cette question communautaire ou culturelle, on ne va pas aller non plus interroger les gens frontalement sur leur parcours migratoire. Donc ça va avoir un impact sur le contenu aussi des témoignages. Et puis il y a une deuxième chose qu'il faut retenir aussi dans cette mise en place, cette première phase mise en place du RISE, c'est qu'il y a une tension très perceptible et qui, là pour le coup, est encore actuelle entre une approche scientifique et historique et une approche plus sensible, notamment basée sur des questions autour de l'implication directe des Villeurbanais dans la construction de la mémoire, qui sera, je ne sais pas si vous voyez ces deux pôles, un peu ces deux approches. Et donc, quand il va s'agir de recueillir en fait les récits de vie des habitants et de mettre en scène aussi les mémoires des Villeurbanais, on va avoir un petit peu une espèce de flou, je dirais, entre la volonté de produire quelque chose de scientifique et en même temps la volonté de laisser une large part à la participation des habitants avec leur propre sensibilité, leurs propres approches dans la construction mémorielle. Donc j'en arrive à la question, enfin à mon deuxième point qui concerne la collecte proprement dite. Alors, donc dans son projet initial, le RISE donc se voit confier le rôle de collecter une mémoire considérée comme la mémoire, un peu ce qu'on pourrait dire des oubliés de l'histoire, hein, la petite mémoire, les gens simples, hein, c'était le projet du maire. Une mémoire aussi susceptible de disparaître, car laissant peu de traces, hein, et pour écrire au final un récit commun aux habitants. Ce serait le récit historique de la ville de Villeurbanne. Le projet avait été pensé directement en lien avec les archives, hein, puisque c'était le service d'archives a toujours été pensé comme faisant partie du RISE.
et notamment en lien avec un projet de constituer des archives orales. En fait, comme le disait un des chargés de mission de l'époque, les archives orales ne faisaient quasiment pas partie du tout de ce qu'on appelait collecter les archives, mais par manque de temps ou de moyens. Et donc, nous, on l'a intégré quasiment dès l'ouverture du RIS avec la collecte de témoignages. Et cette personne va expliquer aussi que cette collecte était non seulement liée au projet politique, mais aussi était une demande des conseils de quartier et de leurs interlocuteurs habitants investis dans le quartier. Donc elle me disait le nombre de fois où on nous demandait machin, il connaît toute l'histoire du quartier, il est en maison de retraite, il est en train de perdre la tête, il faut l'enregistrer. On l'entendait souvent, voilà. Et pour répondre à cette mission, à partir de 2009, le RIS va missionner une biographe qui va travailler de 2009 à 2016 pour le RIS et qui est en charge de contacter les habitants, recueillir leurs paroles, retranscrire les entretiens, les verser aux archives. Le profil de cette biographe lui-même est singulier. Bon, alors après, je pense qu'on peut mettre des choses assez différentes derrière cette appellation biographe. Hein, c'est quand même, elle est prestataire. Hein, elle offre ses services à différentes institutions. Elle-même a fait des études de cinéma, un DESS en communication, était d'ailleurs assistante de communication dans une grande librairie, et elle s'est reconvertie dans l'écriture en répondant tout d'abord à des commandes des centres sociaux et des établissements scolaires. Voilà. Aucune formation en sociologie, anthropologie, sciences sociales de façon générale. Ce qui est mis en place, c'est un appel à candidature pour témoigner, on va dire. C'est un appel aux habitants pour venir spontanément témoigner dans ce qu'ils vont appeler donc la collecte Quelle mémoire, avec des appels à témoignages publiés dans le programme du RIS, mais aussi le site web, des communiqués de presse aussi dans le magazine municipal Viva. Et parallèlement aussi, donc ça c'est elle qui va s'occuper de recueillir ces témoignages, et puis parallèlement, elle va solliciter directement certaines personnes sur des thématiques précises dans le cadre d'exposition de ce qu'on appelle les temps forts au RIS. En tout, si on regarde ce qu'elle a réalisé, 204 entretiens ont été menés, et en 2016, fin 2016, on avait 140 qui avaient été versés aux archives. Alors, en quoi consiste, comment se déroule cette collecte? Je reprends aussi là ce que me disaient les membres de l'équipe du RIS, qui je trouve une forme de réflexivité quand même assez importante sur leur propre pratique. Hein. Donc ce n'est pas forcément une collecte scientifique, me disait la chargée des expositions, même pas du tout. L'archiviste, elle, était très opposée à cette manière de faire. Et elle me disait, je me pose des questions sur la possibilité d'une exploitation scientifique de cette mémoire. Les gens viennent parce qu'ils ont envie de parler, cela leur fait du bien. Ok, ils vont parler de leur passé, ils vont parler de ce qu'ils veulent. Et en effet, ce qui peut être assez perturbant au départ, c'est qu'il n'y avait pas de grille d'entretien, et la biographe réécrivait aussi les témoignages du lycée, etc. Donc les choses ont un peu évolué quand même, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a énormément de lacunes, donc pas d'indications sur des fois l'âge ou l'année de naissance, plus précisément de la personne, sa profession. Parfois on a
aucun moyen pour la contacter aussi, la recontacter si besoin. Ce dont je me suis rendu compte, mais je vais peut-être en reparler après, c'est que aussi les personnes n'avaient pas du tout conscience de ce que ça signifiait que de faire un entretien avec elles, qui était nominal, qui allait être versé aux archives sous leur propre nom. Voilà, en signant des papiers qu'ils ne comprenaient pas franchement non plus, sur les droits de diffusion, d'exploitation, etc. Voilà, bon, on va peut-être y revenir aussi, mais c'est vrai qu'il y a un certain flou au départ dans la méthodologie adoptée. Et puis, notre problème vient certainement de la question des témoins qui sont sollicités ou qui viennent spontanément témoigner. Ce que me disait la chargée de l'action culturelle, par exemple, c'était une partie. Enfin, c'est vrai que pour une partie de la population, le travail de collecte valorise la mémoire qu'ils ont de la ville, cela c'est vrai, mais c'est infime. Puis pour beaucoup d'entre eux, notamment les plus jeunes, il peut y avoir une question de mémoire, mais c'est plus du vécu. Qu'est-ce qu'ils perçoivent du RISE? En gros, voilà, c'est vrai qu'on s'adresse quand même à des personnes, c'est sûr, d'un certain âge, mais surtout, ce qu'on peut constater, ce qui a un biais, je pense à mon avis, partagé par beaucoup d'établissements de ce type-là, qui pratiquent ce type de collecte, c'est que on a des difficultés à dépasser le cercle des habitués du RISE. Et ce que d'ailleurs l'équipe appelait elle-même les super habitants, en fait. Hein. C'est des gens extrêmement impliqués dans la vie sociale, la vie associative, politique, qui vont, et ce sont surtout ces personnes-là qui vont spontanément venir témoigner, en fait. Il n'y a aucun... Alors, on sait bien en sociologie, en anthropologie, que tout entretien est basé quand même sur la disposition de la personne à parler d'elle-même et sur sa capacité à donner ou comment dire, sur le fait qu'elle puisse donner une image de soi acceptable. Mais ce qui est quand même problématique, c'est que ça reflète forcément les réseaux du RISE, mais de là à parler des habitants de Villeurbanne, ça paraît assez éloigné, en tout cas, de ce qui s'est fait. Et puis se pose la question évidemment des usages, puisque, comme le dit le premier directeur du RISE, il y a vraiment cette idée de collecte, accumuler, un petit peu se dire advienne ce qui pourra. On ne sait pas trop comment cela pourra être réutilisé par la suite. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces archives ne sont pas toutes disponibles pour le public, mais surtout qu'elles ne sont jamais consultées. Ça, je peux vous le dire. Ou alors, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a un sociologue qui est allé fouiller un peu dans les archives parce qu'il travaillait sur les bidonvilles et qu'il a retrouvé d'un certain témoignage des informations. Olivier Chavanon. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même des questions qui se posent. Et je cite exprès aussi l'équipe parce que je trouve que c'est important de bien voir qu'il ne s'agit pas de mon regard extérieur, mais bien des interrogations en interne de la structure. Et d'ailleurs, le directeur me disait... dans des entretiens, mais c'est d'abord, les archives, c'est d'abord une question ou plutôt les témoignages, c'est d'abord une question de médiation. Alors c'est vrai que le rôle qu'on fait jouer à ces entretiens, c'est souvent d'illustrer des expositions, contribuer, si on veut aussi, à l'implication des habitants dans la programmation culturelle. Ce qui est sûr, c'est que les travaux qu'on a pu avoir sur la mise en place des témoignages dans
dans les expositions montrent qu'il y a une forme d'identification plus facile qui va s'opérer quand on parle, quand on fait parler des personnes au sein, ou quand on illustre en tout cas des propos par des paroles de différentes personnes dans une exposition. Ce qu'on peut dire, c'est que là, le RIS heurte évidemment à des problèmes méthodologiques quand il s'agit de transcrire une intention politique, c'est-à-dire recueillir la mémoire de ce qu'on pourrait dire un peu les oubliés d'histoire. Peut-on être dans une approche scientifique alors même que la notion de collecte, je pense, donne une certaine vision d'une mémoire individuelle assez figé et non pas un processus de remémoration aussi. Est-ce que sans thématique prédéfinie ni protocole pour recueil de témoignages, on peut être ici dans vraiment la constitution d'un fonds d'archives orales? Et si on parle de médiation, faut-il renoncer à parler d'archives orales? En quoi les archives peuvent-elles ici faire l'objet de médiation avec le public? C'est des questions qui se posaient. Ou comment écrire un récit commun à partir d'une somme de récits individuels? Puisque la mémoire, puisque le RIS se voit confier la mission d'écrire le récit de la ville. Or, on a une accumulation de récits individuels. En quoi est-ce que ça peut constituer un récit? Et puis, une des questions sur laquelle je vais revenir aussi, comment se fait le choix des témoins et qui peut s'auto-proclamer témoin ou être proclamé témoin. Et je me suis plus spécifiquement intéressée à la question des témoignages qui portent sur les migrations. En m'interrogeant sur un peu qui sont les témoins, comment se construisent les témoignages dans ce domaine, quel est l'impact aussi de ces témoignages, leurs effets. Et ce qu'on peut dire, c'est que la thématique migratoire est peu présente dans l'ensemble des témoignages tels qu'ils ont été recueillis par la biographe. Tout d'abord, dans les témoignages spontanés, qui constituent 20% de l'ensemble du corpus, ce qui me semble assez important. Alors ça, c'est des reconstitutions a posteriori, que j'ai faites avec la biographe, puisqu'il n'y avait aucune indication non plus dans les archives orales de quel témoignage avait été un témoignage spontané ou quel était en lien avec telle thématique et la personne ayant été dans ce cas-là sollicitée pour parler de ça. Et je trouve que ça c'est quand même assez problématique. Mais dans ces témoignages spontanés, ce que je peux dire, c'est que moi j'en ai trouvé aucun qui est en lien direct avec la question migratoire. C'est-à-dire c'est jamais la raison qui va pousser les gens à venir témoigner, en fait. Donc ça pose quand même une interrogation, il me semble, qui peut être de deux ordres, la politique de communication du RIS, les réseaux mobilisés, peut-être aussi le profil de certains immigrés venus travailler à Villeurbanne, aujourd'hui très âgés, ou en tout cas assez âgés, occupant des emplois peu qualifiés, avec cette question des femmes aussi, parfois maîtrisant mal le français ou analphabètes. Donc voilà, comment est-ce que ces personnes-là peuvent s'insérer dans ce type de projet. Et puis la deuxième question me semble être la perception de l'expérience migratoire par les personnes concernées. Autrement dit, les représentations qu'on a de son propre parcours migratoire, sachant que il y a bien sûr dans la société des représentations problématiques de l'immigration qui circulent, mais surtout, ce qui est ressorti, c'est que de l'enquête aussi, c'est que les personnes peuvent avoir une impression de banalité dans leur parcours qui ne nécessiterait pas d'attention particulière. Et j'avais fait un entretien avec une des secrétaires du RIS, d'ailleurs, qui avait participé
à une exposition et avait incité sa mère à participer à une exposition sur le quartier, sachant qu'elle avait des origines espagnoles et italiennes. Et elle me disait quelque chose qui me semble assez parlant. Elle me disait, je n'ai jamais imaginé que des chercheurs pouvaient être intéressés par des documents personnels. Donc j'ai découvert cela. Et je pousse un peu à maman à fournir des documents. Elle ne voit pas l'intérêt de donner des documents. Alors là, il s'agissait plus de donner des photos, donner des documents personnels. Elle se dit, cela n'intéresse que nous. Donc on est aussi toujours, et ça va revenir aussi dans ce que j'ai analysé par la suite, beaucoup sur la question d'un rapport intime avec la mémoire et certainement pas un rapport de publicisation de son récit de vie. Et donc là aussi la non-perception d'une possible valeur mémorielle de son histoire. Si on prend maintenant les 140 entretiens qui ont été archivés, que j'ai pu consulter, alors je ne les ai pas tous consultés, par contre, c'est vrai que 12 sont indexés clairement sous la thématique migratoire. Hein. Donc déjà, ça nous dit qu'il y a que 9%, si on calcule d'un corpus, dans le corpus global qui parle des migrations qui est identifié comme thématique principale. Et ce qui n'est pas étonnant vu le projet initial du RISE, hein, qui est de dire, on parle aux habitants de façon générale qui ont parfois un parcours migratoire. Or, quand dans l'indexation, évidemment, c'est une thématique, mais elle apparaît finalement, elle apparaît assez peu. La plupart de ces témoignages en lien avec les migrations ont été, vraiment la majorité a été recueillie dans le cadre d'une exposition sur un quartier, une cité qui s'appelle Olivier de Serres, qui a été détruite. Et donc c'est une cité qui était la première d'ailleurs, premier des grands ensembles à avoir été démoli en France entre 78 et 84. Et qui a fait l'objet d'une exposition. C'est une cité qui avait été construite dans les années 50 pour accueillir les rapatriés d'Algérie. L'exposition avait pour but de mettre en avant différents points de vue sur la cité, à la fois ghetto, et donc qui avait rassemblé une population surtout d'origine maghrébine, passée parfois par les bidonvilles et qui n'avait pas accès à d'autres offres locatives. Et aussi une cité comme un lieu de forte solidarité entre les familles. Donc là, il y a eu 11 personnes interrogées qui sont venues d'Algérie ou du Maroc pour certaines, mais la plupart sont nées en France, ce sont les parents, donc la deuxième génération, les parents sont issus d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie. Des personnes qui sont nées entre 1947 et 1972. Alors, première remarque, puisqu'il s'agissait pour moi aussi d'essayer de bien comprendre, mais en fait, qui sont ces témoins, ces personnes venues témoigner ou qui ont accepté de témoigner. Alors, ce sont surtout des témoignages qui ont été recueillis lors de l'exposition, qui n'ont pas servi à l'exposition. Alors on retrouve bien sûr les réseaux du RISE, notamment via un centre social et une association, des liens interpersonnels autour du centre social et de l'association de quartier. On retrouve de manière aussi peu étonnante, mais quand même assez intéressante, des personnes issues de milieux sociaux qui sont très, très modestes, hein, qui sont restées dans l'offre locative, qui sont restés dans un logement social pour certains, avec quand même des profils bien sûr particuliers, puisque on retrouve par exemple deux mères qui sont
des mères de personnalité, on va dire, du quartier, puisque une est la mère, alors je ne sais pas si vous connaissez le groupe Zenzila, mais du chanteur Zenzila Wahid Chaïb, qui a fait aussi un film sur d'ailleurs un bidonville Villeurbanne. Une autre est la mère d'un des réalisateurs de documentaires, Fouad Chergui, qui a aussi fait un film sur le quartier. Donc au final, on a en fait des profils certes modestes, mais bien sûr aussi des réseaux, enfin des personnes qui ont déjà un statut, même si c'est via leur fils. D'autres ont été plutôt contactés via deux éducateurs spécialisés qui se sont fait le médiateur entre les anciens habitants et le RISE. Ce qu'il faut redire, c'est qu'on a finalement aucun collectif constitué, si on veut, de militants pour la mémoire qui revendiquerait en fait une mémoire ou la reconnaissance d'une histoire migratoire. Le RISE ne passant déjà pas par certains réseaux militants ou d'associations culturelles. Et la deuxième remarque, c'est qu'on avait ici une mémoire un peu particulière, puisque en fait beaucoup évoquent des contacts réguliers, en fait, c'est-à-dire des personnes qui sont souvent restées dans un cercle, on va dire, d'amis, de familles, en lien avec ce quartier, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand les témoignages eux-mêmes sont très homogènes, on a vraiment l'impression d'avoir déjà une mémoire collective, hein, je dirais vraiment au sens d'Alvax, là pour le coup, constituée sur le quartier. Par contre, ce qui est vraiment notable, c'est l'absence d'enjeu dans l'acte de parler de son histoire. C'est-à-dire que moi, je suis allée retrouver les personnes que j'ai pu retrouver, hein, parce que certaines, j'ai pas réussi à retrouver leurs traces, mais pour leur demander un peu finalement ce qu'avait été cet acte de témoigner pour eux. Est-ce que ça avait un sens? Est-ce qu'ils savaient ce qui était devenu l'entretien? Alors là, évidemment, il y a une vision assez peu claire la plupart du temps de l'usage qui est fait de l'entretien, et quelque chose qui est de l'ordre d'un événement non marquant. L'acte de témoigner pour eux ou d'être témoin n'avait pas pour eux un sens particulier. C'est plutôt les différentes. Ils voyaient plutôt ce témoignage encore comme une sorte de prolongation de cet échange sur des souvenirs d'enfance ou des souvenirs de jeunesse. Donc on est vraiment dans la dimension plutôt intime du souvenir, et aucune volonté de porter à l'extérieur ce récit pour s'adresser à d'autres Villeurbanais et mettre en avant leur histoire personnelle comme je dirais, une sorte de porte-parole, comme s'ils s'érigeaient un peu en porte-parole d'une histoire migratoire quand même, somme toute, assez terrible, hein, puisque en fait les logements, je n'ai pas dit, mais c'est pas pour rien que c'était la première cité à être détruite en France, puisqu'il s'agissait de logements privés, et les gens vivaient dans des conditions absolument atroces, quoi. C'est-à-dire qu'ils sortaient du bidonville, c'était à peine mieux, quoi. Il y avait toutes les descriptions sont assez terribles. Donc on aurait pu penser que voilà, il pouvait avoir cette dimension-là, mais en fait c'est vraiment parce qu'il n'y a pas ce passage vers la revendication, on va dire, mémorielle. Bon, donc je vais conclure quand même, parce que bon, c'est plus aussi un peu une description de ce que j'ai pu observer pour avoir vos propres impressions. En conclusion, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a bien un projet
qui est somme toute intéressant, qui est de pallier finalement aussi à une absence d'archives écrites sur l'histoire de l'expérience migratoire. On a finalement assez peu de traces écrites, mis à part les registres, l'état civil ou les recensements de population de la présence immigrée dans la ville. Donc a priori, ça revêt, parler des migrations, constituer un corpus d'archives sur cette thématique-là serait a priori un des objectifs importants. Et là, on a quand même quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est que c'est une mémoire qui est assez peu présente. Et même, je dirais que quand elle est présente, comme pour le cas de cette cité, on a une forme de mémoire qui reste dans le domaine de cercle. Enfin, en tout cas, les personnes ne sont pas très actrices dans le fait de porter cette mémoire comme un patrimoine, on pourrait le dire, en fait, de patrimonialiser cette mémoire. C'est un peu comme si la personne érigée en témoin par l'institution ne se plie pas trop à son rôle de témoin, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est comme aussi si la constitution de traces orales de l'expérience migratoire via ces témoignages se fait un peu sans la participation des principaux concernés. Donc moi je pense qu'il y a... Ça m'interroge à la fois sur cette intention politique et sa réalisation. Qu'est-ce qui est réalisable, mais peut-être plus généralement sur le projet même de collecte de mémoire tel qu'on le conçoit dans une institution municipale. Alors je ne veux pas faire de généralité, mais ça m'intéresserait aussi d'entendre vos réactions là-dessus, sur le fait que est-ce que finalement cette manière d'appréhender la mémoire comme on l'a classiquement aussi via une collecte, un récit peut-être aussi un petit peu finalisé, et c'est pour ça aussi que le terme de collecte m'interroge, comme si la mémoire préexistait. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en question cette manière dont on travaille sur le témoignage et sur la mémoire, en se disant qu'il faut peut-être penser plus le processus, la coproduction, et la coproduction aussi déjà préexistante dans un cadre collectif, par exemple. C'est-à-dire, je ne sais pas si je me veux bien comprendre, mais par exemple, dans si je prends cet exemple-là, qui me semble assez révélateur, c'est qu'il y a déjà une mémoire collective, mais c'est jamais appréhendé comme une mémoire collective, c'est appréhendé comme des récits individuels, en fait. Donc voilà, c'est des choses qui me semblent à la fois d'ordre méthodologie, mais qui croisent, il me semble, une certaine vision de la mémoire telle qu'on peut l'avoir du côté des sociologues comme Alvax, mais aussi avec la relecture de Marie-Claire Lavabre, sur la constitution d'une mémoire collective. La mémoire ne préexiste pas, elle est toujours construite, et elle est toujours construite dans un cadre social. Et par ailleurs, une vision d'une mémoire qui serait déjà comme une archive, en fait, qui suffirait de recueillir, quoi. Donc voilà, c'est un peu là-dessus.